Mes frères et sœurs en désertion, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau stream, ce vendredi pacifisme. On va témoigner de la chute d'un empire. Ensemble. Et dans la joie. Il y a quelques jours, il y a ce mec, Renaud Muselier, donc c'est le président de la région PACA, en France, un mec du parti de Macron, Renaissance, je crois que ça s'appelle maintenant, et c'est aussi le président des présidents de région, je sais pas si vous savez, mais en France c'est un peu tout comme ça, il y a l'association des maires de France, ils ont un président, et là t'as les présidents de région qui ont un président, et donc ils font leur truc dans leur coin. Et donc il est allé en Ukraine, avec des entrepreneurs, etc., pour investir dans ce pays en ruine, en partie à cause d'eux évidemment, et il revient et il raconte des dingueries sur LCI, c'est-à-dire qu'il assume vraiment que c'est une guerre civilisationnelle entre des catholiques blancs et le tiers-monde qui se révolte contre l'ordre occidental, et que si on gagne pas ce combat, on va perdre l'Afrique, on va perdre notre mode de vie en fait. Alors maintenant, on va se poser la question, est-ce que ce mode de vie vaut quoi que ce soit, ou est-ce qu'il est entièrement à foutre à la poubelle? Et est-ce qu'en face aussi, les concurrents de la France, etc., qui veulent mettre la main sur les ressources du tiers-monde, est-ce qu'ils agissent de manière autonome, et est-ce que le mode de vie qu'ils proposent est mieux ou pas? Enfin, en tout cas, il y a plein de contradictions qu'on va essayer de résoudre, de démêler, ou au moins d'exposer. Et donc, ce que raconte Muselier, c'est très très intéressant. Donc, je vous ai gardé un petit bout parce que tout le début, il raconte comme quoi il va faire des affaires et du business juteux sur les ruines de Bakhmout et sur les cadavres des gens. Mais après, il se lâche vraiment. Et donc, on va commencer de ça. Parce que ce qu'il dit, c'est quand même, ça montre des trucs plus généraux sur notre mode de vie, sur ce que représente la France dans le monde. On va essayer de prendre un petit peu de recul aussi, parce que nous, on n'a que les infos des médias français, des institutions françaises, des militaires français. Et en fait, peut-être que dans le reste du monde, les gens pensent différemment, ils n'ont pas LCI en fait. Donc on va se pencher un peu là-dessus. C'est parti sur le thème de la fin d'un empire, l'empire occidental. En tout cas, c'est ce que craint Renaud Muselier. Avec le président Zelensky, parce que vous l'avez donc croisé à... Le volume, vous me dites si c'est bon, mais normalement c'est bon. Kiev, racontez-nous ce moment qui était, on l'imagine, un moment fort de votre visite. Le président Zelensky, c'est un homme qui aujourd'hui est d'abord un charisme phénoménal, reconnu dans le monde entier. Alors on voit déjà... avant dans cette vidéo qu'en fait il fait la queue pour serrer la main à Zelensky 2 secondes, mais en fait c'est un Pékin parmi tous les autres dans la pièce, quoi. C'est un majordome quoi. Donc là il force, il fera un passage, il dit c'est mon moment, il y va, il veut une image avec Zelensky, donc il lui serre la paluche. C'est très difficile d'avoir accès de première. Et à gauche c'est un mec des Républicains, je me souviens de lui, il était dans les bisbilles de parti entre Copé et Fillon à l'époque. Au président et de pouvoir lui parler. Les conditions de sécurité sont très très lourdes. C'est surtout tout le monde veut lui parler. Ah bah là ouais, il y a Klitschko qui lui fait une clé de bras là, les conditions de sécurité sont très très lourdes là, il emmène pas large le Muselier. Ouais. Si je ne m'abuse, c'est le maire de Kiev là. On veut lui parler, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde veut avoir la photo avec lui. Là c'était avec le maire de Kiev. J'ai eu Comment ça crop? Ah oui pardon. Important le charisme dans une guerre, oui bon bah on va pas l'envoyer au front. Donc là, c'est quand on était à Odessa, dans le cimetière, parce que on a jumelé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région d'Odessa, l'oblast en fait, et donc on va travailler sur... Région dont en fait il avait absolument rien à foutre avant la guerre, hein. Là juste il crée tous ces jumelages et ces trucs, on va le voir, il le dit à demi-mot, je sais pas s'il le dit là ou s'il l'a dit avant, mais ça en fait c'est des relations d'affaires qu'il essaie de créer, parce qu'en fait il y a tout à reconstruire, c'est ça aussi le business de la guerre, il y a les ventes d'armes etc, mais il y a aussi une fois que tout est à plat, là les mecs de chez Lafarge, les mecs de chez tous ceux qui construisent du BTP etc, là ils vont y aller, là ils vont investir, et surtout pour le tourisme à Odessa, il y a du fric à se faire. Sur la relance, la reconstruction, voilà. Du port, du tourisme, de la culture. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là? Là, on s'est dit, voilà ce qu'on a fait pour accueillir vos partenaires, enfin vos pauvres compatriotes dans la région. Je suis mandaté par la région de France pour vous dire que nous, on s'est jumelés, on se jumelle avec la région d'Odessa pour relancer le port, pour faire une plus-value sur l'agriculture et lancer le tourisme. Il m'a dit, écoutez... Ouais, parce qu'en fait, depuis la guerre en Ukraine et même un petit peu avant, depuis que l'Ukraine a fait le choix, en fait, au lieu de faire le choix d'être plutôt dans la sphère de la Russie, d'être plutôt dans la sphère occidentale avec leur demande de rentrer dans l'OTAN, etc., ils dépendent de plus en plus, en fait, des investissements occidentaux, parce que l'Ukraine, c'est quand même un pays très pauvre, et donc quand ces mecs arrivent, évidemment, ils en ont plus que besoin. Moi, je suis très... Et en fait, ils se retrouvent un peu dans leurs mains à force de se faire... Enfin, c'est un peu comme le plan Marshall, en fait, après la Seconde Guerre mondiale. C'est que
quand tu te mets dans la main de plus gros que toi, qui fait des prêts avec des conditions, etc., bah, tu te retrouves un petit peu satellisé, en fait. Voilà. Sensible à ce que vous faites, parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin du soutien du monde libéral, dans le sens liberté, là, et j'ai besoin... En fait, quand il dit le soutien du monde libéral, il est déjà dans ce délire de guerre civilisationnelle dans lequel il va rentrer un petit peu plus tard. Pour lui, le monde libéral, c'est ce qu'on appelait avant, pendant la guerre froide, le monde libre, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour des États-Unis, les démocraties libérales européennes, etc., etc., quoi. VS le reste du monde qui serait pas libéral, en fait, qui serait le contraire de libéral, c'est quoi? Bah, il va le dire, c'est dictature, autocratique, machin, machin. Ils vont avoir besoin de tout, de toute façon. Et donc là, ce qui ressort de ça, c'est que dans ce combat-là, c'est pour ça que je suis très, très engagé là-dedans, et par rapport à mes concitoyens, que vous voyez la petite de 10 ans en Moldavie, dans un camp de réfugiés, que vous voyez les militaires, que vous voyez les politiques, que vous voyez les gens de la rue, on dit, mais comment vous tenez là? Parce qu'on a quand même eu des drones qui nous ont tiré dessus, enfin qui sont arrivés sur Odessa la veille, sur Kiev, on est allé dans les, ils nous ont envoyé dans les, comment ça s'appelle, dans les abris. Mais nous c'est très simple, hein, nous c'est sourire, pensée positive et on va gagner. Quand vous rentrez en France, vous dites tiens, sourire, pensée positive, tiens, et on va gagner. Mais nous, normalement on a tout, nous. Enfin, bon, bref, ça c'est à part. Là, sans vraiment le dire, il fait une critique des gens qui se plaignent contre la réforme des retraites, j'ai l'impression, parce qu'il dit eux, ils ont le sourire dans les pays pauvres en guerre, mais nous, on fait les difficiles. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Il a pas été très clair, mais il avait l'air un peu sarcastique. D'où cette énergie que vous avez. Et c'est pas le seul d'ailleurs, on a vu Badinter aussi, l'ancien ministre de Mitterrand, il y a 2-3 jours, faire une vidéo, une interview où il disait franchement, les gens en France, ils se plaignent de tout, la retraite à 64 ans, non mais c'est pas possible. J'ai vu une gamine de 24 ans qui pensait à sa retraite, non mais elle est en dehors des réalités. Et je pense qu'il est un peu dans ce mode-là, lui. On constate depuis tout à l'heure. Vous l'avez toujours eu, c'est vrai. J'ai toujours eu, mais quand je vois ça, c'est une leçon. C'est une leçon de vie de gens qui ont fait un choix européen de démocratie, de liberté. Ouais, c'est ce que je disais. Le choix européen, il a été fait en 2014, en fait, où depuis la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS, c'est vrai que tous les pays autour de la Russie ont pris leur indépendance, et du coup, il y en a plein qui ont, malgré ce qui avait été promis à la Russie, il y en a plein qui ont rejoint l'OTAN, en fait. Et donc, du coup, qui ont installé des bases militaires de l'OTAN chez eux, bon, c'est ça qui fait un peu flipper la Russie, et du coup, l'Ukraine était un peu dans ce bisbis entre les deux. Et quand il dit qu'ils ont fait le choix de la liberté et du monde libéral, c'est à ce moment-là, c'est en 2014, où ils ont renversé le président, entre guillemets, pro-russe, pour, entre guillemets, pro-occidental, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se tendre. Qui se font massacrer pour nous, quand même. Et ils sont les mêmes que nous, hein. C'est des catholiques, ce que vous voulez, on ne va pas nous expliquer que c'est des gens du bassin méditerranéen, des Nord-Africains. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent pour notre liberté, parce que là, il est en train de se passer un combat civilisationnel, en fait. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire par c'est des bons babtous, catholiques, etc. et ils se battent pour nous? Il est dans ce truc de guerre civilisationnelle, de guerre, voilà, l'Occident blanc contre le reste du monde, quoi. Donc il est assez maboule, mais il est pas maboule en même temps. Il dit les choses, quoi. Il dit les choses. Et vous noterez bien, il a pas dit c'est des chrétiens. Il a dit c'est des catholiques, parce qu'en fait, de l'autre côté, les Russes, c'est des chrétiens orthodoxes. Donc il faut bien mettre une division entre les deux pour bien montrer qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Pour notre liberté, parce que là, il est en train de se passer un combat civilisationnel, en fait, entre nous et les Américains, globalement, et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire les autocrates contre les démocrates. C'est un peu facile de résumer les choses comme ça, les autocrates contre les démocrates, parce que je veux bien que les régimes russes et chinois soient pas la folie non plus, quoi, mais en France, quand on voit le vieux qui a été condamné l'autre jour à un stage de rééducation parce qu'il a mis une pancarte non à Macron, ou genre les journalistes qui se font marave dans la rue, pire qu'en Biélorussie, ou les homosexuels ou les juifs qui se font agresser tous les jours, je sais pas si vraiment on pourrait donner des leçons à ce niveau-là, mais on voit ce qu'il veut dire, quoi. Il veut dire le monde libre contre le péril jaune. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, en fait. Le monde libre des blancs contre, ouais. Et qu'il vaut mieux le gagner, ce match. Parce que si on le perd, on perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain et on perdra notre civilisation. Et donc là, ce qu'il veut dire, et il le dit franco de port, notre civilisation, entre guillemets, elle dépend du fait qu'on contrôle le reste du monde, en fait. Et en fait, il dit que, la civilisation occidentale, elle dépend, en fait, du contrôle du tiers-monde. Et elle a soit sa richesse et son pouvoir sur la soumission de tous les autres pays du tiers-monde qui ont les ressources. Et en fait, là, il parle
il parle un petit peu au niveau ethnique, etc., pour essayer de mobiliser tous les gens d'extrême droite, etc. Un peu en mode populiste, mais en vrai, il appelle les gens de France à soutenir les intérêts économiques de l'Occident, quoi. Cette petite vidéo de Renaud Muselier est quand même pas mal pour montrer les choses et pour dire les choses, et on va s'en servir de fil rouge, on va y revenir à chaque fois, illustrer chacune de ces citations par un petit retour historique sur ce qui s'est passé, ce qu'il veut dire par perdre l'Afrique, perdre l'Asie, perdre le reste du monde, et qu'est-ce qu'il veut dire par le fait de perdre tout ça, c'est la fin de notre civilisation en fait. On va aussi parler un peu de cette civilisation, mais faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Je me suis promis de vous laisser tranquille à 19h, donc dites-moi si je dois accélérer. Accélérer, vous savez, c'est pas un problème pour moi. Donc, c'est parti. Voilà, déjà, il parlait des blocs qui sont constitués là. Donc, il dit, voilà, en gros, c'est nous et les Américains, l'OTAN en fait, l'Occident en fait, contre la Russie et la Chine, grosso modo. Bon, bref, il parle grosso modo des BRICS et des pays qui s'élèvent du tiers-monde pour prendre leur part du gâteau, et qui doivent pour ça briser l'hégémonie américaine, en fait, qui les empêche de se développer. Mais il pointe quand même la Chine. Et c'est vrai que c'est rarement dit de manière aussi claire. Que cette guerre en Ukraine, c'est une guerre par proxy, en fait. C'est une guerre de l'OTAN contre le nouveau bloc, en grosso modo, Challenger, quoi. Et donc, j'ai trouvé cet article de actu.geo.fr qui... je ne vais pas vous le lire en entier, enfin, on va voir, qui dit assez clairement ça. Entre les États-Unis et la Chine, une grande guerre approche, assure un haut gradé de l'armée. Et si la guerre qui fait rage en Ukraine n'était que le prélude d'une guerre bien plus importante entre les États-Unis et la Chine. Oui, c'est un peu ce qu'on craint. Et il y a aussi, on voit des provocations américaines au niveau de Taïwan, enfin des deux côtés, hein, au niveau de Taïwan, à l'autre bout du monde. Si vous avez suivi mon stream spécial Taïwan, mon stream marathon de la semaine dernière. C'est en tout cas ce que suggère un haut gradé de l'armée états-unienne. Le monde serait-il à l'aube d'un affrontement entre les deux plus grandes puissances mondiales? On fait le point. Et si la guerre en Ukraine n'était que l'échauffement d'une grande guerre opposant les États-Unis et la Chine? C'est en cas... Bon, d'accord, il répète ce qu'ils viennent de dire. L'amiral Charles A. Richard, l'un des plus hauts gradés de l'armée états-unienne à la tête de l'United States Strategic Command, lors d'un symposium officiel en novembre. À en croire ce responsable de l'arsenal militaire et de la dissuasion nucléaire, dont les propos ont été rapportés par Corey, donc c'est un article en anglais, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous lire celui-là, plutôt. Le pire serait à venir. Oui, parce qu'on fait une guerre mondiale entre, à l'époque, des bombes nucléaires, et des bombes hypersoniques en plus, indétectables, nucléaires, qu'ont maintenant la Russie, la France, les États-Unis, la Chine. C'est le désastre assuré, c'est le massacre assuré. En novembre dernier, Joe Biden réaffirmait l'opposition des États-Unis à toute tentative, ouvrez les guillemets, unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Dans un communiqué historiquement perçu comme un allié des États-Unis face à la Chine, Taïwan représentait déjà un rempart au développement du communisme durant la guerre froide. L'ennemi véritable des États-Unis n'est pas la Russie, mais la Chine, insiste l'amiral Richard. Oui, en fait, on a parlé aussi dans mon stream sur Taïwan, mais il y a une partie des Américains, du régime américain qui serait plutôt, disons qu'on l'a vu avec Trump, pendant que Trump était président, il parlait tout le temps de la Chine, il critiquait tout le temps la Chine dès qu'il pouvait, dès qu'il s'agissait de désindustrialisation des États-Unis, il parlait de la Chine, il accusait la Chine de tout. Il s'en prenait pas trop à la Russie. Au contraire, il était accusé plutôt d'avoir des proximités avec la Russie. Alors qu'il y a une autre partie de l'establishment américain qui serait plutôt, bon, pour défaire ces challengers du tiers-monde qui nous emmerdent, là, on va plutôt essayer de dépecer d'abord la Russie par des provocations diverses, et ensuite on pourra s'occuper de la Chine. Et il y en a d'autres, comme Trump et tout, ce que représente Trump, c'est plutôt attaquer la Chine directement. Ils sont pas encore prêts à la guerre, on peut les avoir maintenant. Donc grosso modo, c'est ça. Et donc Biden, lui, il est en mode... il reparle de la Chine. L'ennemi véritable des États-Unis n'est pas la Russie, mais la Chine, insiste l'amiral. Et si la crise en Ukraine n'est qu'un échauffement, la grande guerre arrive, assure le haut gradé. Et ça, on le voit dans les investissements militaires de tous les pays occidentaux en ce moment. La France qui rajoute 400 milliards d'euros dans son armée, là, dans la loi de programmation militaire. L'Allemagne qui contourne sa propre constitution pour pouvoir investir 100 milliards et se faire une armée solide. Ça chauffe vraiment, quoi. Et il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons mis à l'épreuve, comme nous ne l'avons pas été depuis longtemps, avertit le militaire, qui considère que son armée a pris du retard par rapport à celle de son principal rival. Il est au courant que des hauts gradés, s'il est courant que des hauts gradés tiennent des propos particulièrement alarmistes sur l'industrie militaire de leur pays afin de se voir octroyer davantage de financement, c'est vrai,
Le fait que ces déclarations soient reprises par le ministère de la Défense indique tout de même qu'elles ne sont pas à prendre à la légère, d'autant que le président chinois Xi Jinping s'est empressé d'y répondre indirectement en exhortant ses forces armées à accélérer l'amélioration de leur capacité à vaincre le 8 novembre dernier dans un contexte où l'incertitude de la situation sécuritaire de la Chine augmente. Des exercices militaires organisés par l'armée états-unienne en mer de Chine méridionale, où s'est installée une partie de la flotte marine américaine, où en fait les Américains ont installé leur flotte entre la Chine et Taïwan, en mer de Chine, en fait, le long des côtes chinoises. À la visite de Nancy Pelosi à Taïwan contre la volonté de la Chine, en passant par le soutien militaire apporté à l'île que Pékin considère comme une province de son territoire. Je rappelle, pour la Chine, Taïwan fait partie de la Chine, mais pour Taïwan, la Chine fait partie de Taïwan. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Les États-Unis semblent multiplier les provocations à l'égard de leur rival chinois depuis plusieurs mois. En réponse, le président Xi Jinping, pardonnez-moi les Chinois dans le chat si je prononce mal, n'hésite pas à rappeler que son pays se tient prêt à répondre militairement si nécessaire. Mais pourquoi la tension entre la Chine et les États-Unis s'intensifie-t-elle à ce point ces derniers mois, voire ces dernières années? Au-delà du cas de Taïwan, la première puissance mondiale n'entend pas perdre son hégémonie économique, culturelle, financière et militaire sur le monde. Or, la Chine n'a jamais caché ses ambitions économiques et les met à l'œuvre, notamment sur le continent africain. L'ancien président, et on va beaucoup en parler de l'Afrique dans ce stream, l'ancien président Barack Obama disait déjà à l'époque « La Chine veut écrire les règles pour la région du monde qui a la croissance la plus rapide, l'Afrique. Pourquoi la laisserait-on faire? Nous devrions nous-mêmes écrire ces règles. » Bon, on est vraiment dans les rivalités inter-impérialistes. C'est donc qu'ils n'ont rien à foutre de l'Afrique. Les nouvelles routes de la soie, qui constituent le plus vaste projet industriel mondial reliant la Chine à l'Europe, donc c'est une route commerciale entre la Chine et l'Europe qui devrait passer par la Russie, je crois, promettent également de peser sur le commerce mondial. Elle concerne plus de 68 pays et regrouperait près de 40% du PIB de la planète. Donc ouais, en fait, les Chinois font tout pour bypasser ou pour faire sans les Américains, en fait, pour pouvoir businesser eux-mêmes et se développer. Et ils estiment que c'est de plus en plus difficile. Ainsi, si cette rivalité entre superpuissances n'est pas nouvelle, elle tend à s'accroître au fur et à mesure que la Chine gagne du terrain sur le globe. Donc voilà, grosso modo, les Américains se préparent à la guerre, ils essaient d'affaiblir la Russie, ils l'ont dit à maintes et maintes reprises, je ferai un stream spécial là-dessus, ils ont même saboté les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie l'année dernière, en disant clairement, avec des ministres américains qui disaient « Non, pas de paix, continuez à crever, on a besoin de vous pour affaiblir la Russie ». Donc de ce côté-là, ils veulent affaiblir leurs concurrents et ils pointent le doigt aussi beaucoup vers la Chine. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous oui, exactement. Et donc, passons à la suite, là on va faire un petit retour sur l'Afrique, parce que Muselier disait « Si on perd l'Afrique, on perd tout ». Je vais essayer de vous le remettre. Et ils sont les mêmes que nous, hein. C'est des catholiques, ce que vous voulez, on ne va pas nous expliquer que c'est des gens du bassin méditerranéen et nord-africain. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent pour notre liberté. Parce que là, il est en train de se passer un combat civilisationnel, en fait, entre nous et les Américains, globalement, et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire les autocrates contre les démocrates. Et qu'il vaut mieux le gagner, ce match. Parce que si on le perd, on perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain, et on perdra notre civilisation. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il rate contre les démocrates. Et qu'il vaut mieux le gagner, ce match. Parce que si on le perd, on perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain et on perdra notre civilisation. Et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire les autocrates. Bon, je ne peux pas vous le faire 35 fois. Mais je crois que je vais lâcher le larmichette. On perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain et on perdra notre civilisation. Alors qu'est-ce qu'il veut dire le Renaud Muselax sur perdre la Chine? Perdre la Chine, perdre l'Afrique, perdre l'Asie. Comment ça, gros? T'avais la Chine en fait, enfin t'avais l'Afrique en fait, t'avais tout. T'avais tout entre les mains, c'est ça qui t'a payé ton costard? Eh ben on va peut-être découvrir que oui. Je pense pas qu'on le découvre, hein, c'est quand même connu en France même. Le point dit, Afrique, pourquoi les entreprises françaises perdent du terrain? Bah mince alors, les entreprises françaises perdent du terrain. Je savais bien qu'il y avait peut-être une question de business là-dessus. Selon les derniers chiffres de la COFAS, que le point s'est procuré en exclusivité, nos parts de marché en Afrique continuent de chuter. Nos parts de marché, alors déjà on voit le point de vue du point qui considère que c'est nous en fait, genre les capitalistes français, genre Areva, etc., Bolloré, c'est nous en fait, hein. Ils agissent pour nous, sinon en fait on pourrait pas avoir de stream sur Twitch, vous pouvez pas voir ma tête sur vos tels sans eux, donc merci Bolloré, nos parts de marché en Afrique continuent de chuter, et donc ce serait grave, ce serait vraiment très grave.
Et donc évidemment c'est payant, donc on peut pas le lire, mais on voit quand même ça donne un petit peu l'ambiance, je vais vous lire ça. La blagounette balourde date de 2017, et pourtant, dans le milieu des affaires d'Afrique de l'Ouest francophone, on s'en souvient toujours. Le président Macron, récemment élu, c'était en mars 2023, pour son premier mandat, donc 2017, rend visite à son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Ce jour-là, il règne une chaleur étouffante sur le campus de l'université de Ouagadougou. Des étudiants se sont plaints auprès d'Emmanuel Macron que la climatisation ne marchait pas, se souvient un businessman français. Et là, Macron, il dit « Mais moi, je veux pas m'occuper d'électricité au Burkina Faso, c'est le travail du président !» a-t-il répondu en montrant Kaboré du doigt. Ce dernier a quitté la tribune. Alors là, Macron a lancé en rigolant « Du coup, il est parti réparer la clim !» Bon, que dire, les blagues de Macron... Ça monte l'ambiance, hein. Ça monte l'ambiance, c'est que le Macron, il voulait arriver sûrement en mode président moderne, etc. Je respecte l'Afrique. Comme disait Sarko, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Mais moi, par contre, je vais vous donner les clés. Faites confiance à nos entrepreneurs, à nos talents français, et vous aurez peut-être quelques miettes. Et il voulait faire un bon mot. En gros, ce qu'il voulait dire sûrement, c'est... la clim ne marchait pas, il dit je veux pas m'occuper d'électricité au Burkina Faso, c'est le président. En gros, je pense qu'il voulait faire le malin et dire regardez, vous êtes indépendants, démerdez-vous. Mais bon, voilà, ça parlait quand même de son état d'esprit en arrivant dans le truc, quoi. Parce que je sais pas s'il aurait dit à Joe Biden d'aller réparer la clim ou d'aller passer sous l'évier avec la raie qui dépasse pour resserrer un boulon. Je pense pas, ça aurait été le contraire. Mais bon, bref. Voilà grosso modo ce que veut dire Renaud Muselier par on est en train de perdre l'Afrique. Et ce qu'il veut dire par en train de perdre l'Afrique, c'est que il pense à ça. Il a ça en tête, le Muselier. Il a la bonne vieille France qui tenait son rôle dans l'histoire et dans le monde. Et donc là, c'est une carte anachronique des colonies françaises. Donc anachronique, ça veut dire que toutes les époques sont mélangées. Genre on voit bien là, la Louisiane et les États-Unis, ça date quand même, c'est quand même vieux. C'était, je crois que c'est Napoléon qui l'a vendu. Qui l'a revendu, donc, mais on voit quand même que ce que Muselier a en tête, et en fait ce que beaucoup des entrepreneurs et des puissants français imaginent, c'est ça. Et en fait c'est ça qui, on va voir une interview un petit peu plus tard d'un Italien qui le dit très bien, la France en fait, si elle n'avait pas contrôlé toute cette partie du monde et volé absolument les ressources et la main d'œuvre de tous ces pays, elle serait pas 5e puissance mondiale. Donc voilà grosso modo le rêve de ces gens qui estiment encore que la France peut avoir une vraie grandeur mondiale comme à l'époque. Sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, ou peut-être ils se rendent compte, c'est que maintenant ils ont plus la force de faire ça, c'est juste des vassaux des États-Unis et ils peuvent juste eux-mêmes récupérer des miettes. Et tout ce bleu en Afrique là, ils sont en train de le perdre, mais malheureusement pas parce que les pays africains ont leur propre indépendance économique. Mais parce que il y a des rivalités entre les grandes puissances impérialistes et que la France et les États-Unis sont en train de se faire grappiller du terrain. Et ce que dit Muselier, c'est que si on n'a pas tout ça, si on n'a pas l'uranium du Niger ou les diamants du Congo, etc., on peut plus en fait tout consommer en France comme on fait aujourd'hui. On va faire un petit point sur Bolloré qui jusqu'à il y a un mois ou deux possédait absolument... Est-ce que j'ai une carte de ça ? Oui, voilà. Bolloré, en fait, qui a un énorme conglomérat qui contrôle énormément de l'infrastructure de transport, en fait, en Afrique. Et donc, il avait des chemins de fer, des concessions portuaires absolument partout. Et donc, c'est lui qui contrôlait à lui seul, grosso modo, tous les imports-exports de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Et donc, ça, c'est ce qui reste de ça. Vous comprenez le lien entre ça et ça? C'est déjà un premier changement d'époque. Ça, c'est l'époque vraiment strictement coloniale de la France, avec des petits chapeaux plats, là, ronds, là, de colons, des mecs qui coupent des mains d'esclaves en Afrique, qui font des massacres et qui prennent les ressources eux-mêmes. Et après, au XXe siècle, ces pays ont pris, entre guillemets, leur indépendance, politique peut-être. Et encore, on va voir que c'est de la rigolade. Mais économiquement, non. C'est encore c'est la Banque de France qui contrôle les monnaies d'une quinzaine de pays, là, et c'est en fait les grandes entreprises occidentales qui se partagent toutes les ressources de ces pays. Et donc, voilà, un bon exemple avec notre poteau Bolloré. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel.
La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir. Oh bah mince. Au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistics est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014 aux côtés du président Faure Gnassingbé pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour service rendu pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Abbas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Aïe aïe aïe, la main dans le sac. Abbas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire. Et voilà, grosso modo, vous avez compris. Vous avez compris. Et ça, c'est qu'un exemple en fait de la France-Afrique moderne et de la mainmise de l'Occident, parce que là, c'est un exemple français. On est dans Désertion, c'est une émission française. Bien sûr qu'on doit pointer du doigt les enfoirés chez nous, évidemment, c'est notre boulot. Parce qu'en fait, si on se met à pointer du doigt plutôt le colonialisme des autres pays, évidemment, en un sens, ça va un peu servir ce genre d'escroc français qui va dire « Regardez, les autres sont mauvais, nous par contre, on fait ça bien !» Donc bref, évidemment, je vais pointer du doigt Bolloré, mais vous voyez le genre d'exemple. Et donc, eh ben, voilà ce que représentait l'Empire Bolloré avant qu'il le vende pour 2-3 milliards d'euros le mois dernier, je crois. Bolloré Africa Logistics. Attendez, je mets en mode anti-crop. Voilà. Ah, donc, il avait donc Bolloré Africa Logistics, il y avait 20 000 collaborateurs, donc employés, je sais pas pourquoi ils disent collaborateurs. Un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2020, près de 250 agences réparties dans 46 pays, une filiale qui serait valorisée entre 2 et 3 milliards d'euros. Le groupe opère dans 3 concessions ferroviaires en Afrique, Sitaraï, enfin bref, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, au Cameroun, Abidjan, au Bénin. Bolloré a profité de la vague de privatisation imposée en Afrique par les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale, du FMI dans les années 90 pour rafler la mise. Du stockage au transport de marchandises. Bolloré Africa Logistics est important en Afrique de l'Ouest notamment. Le groupe est présent dans 42 ports. Il opère également à 16 terminaux à conteneurs sur le continent via des PPP, partenariats public-privé. C'est exactement le genre de truc qu'il peut obtenir par ses liens de corruption avec les dirigeants africains. Le groupe dispose d'un réseau de 85 agences maritimes, 74 agences africaines réparties dans 72 pays. Voilà grosso modo. Ah non, c'est pas fini. Dans le secteur agricole, Bolloré détient 38,8% de la holding luxembourgeoise Socfin, qui gère environ 187 000 hectares de plantations. La gestion, c'est principalement dans les palmiers à huile, les DVA en Afrique et en Asie. Et voilà. Donc, si Bolloré se retire de ce qu'on appelle le hard power, avec les activités citées ci-dessus, il reste extrêmement présent sur le continent à travers le groupe Vivendi et ses filiales Canal+ et Havas. Ces dernières permettent à l'homme d'affaires de déployer son réseau, notamment via les communications et Internet. Ok, donc on voit que c'est en fait des puissances occidentales, privées, qui possèdent absolument toute l'infrastructure du tiers-monde. C'est juste un exemple, hein. On aurait pu le choisir, si j'avais eu le temps avant ce stream, un exemple en Asie, en Amérique du Sud, où ce sera plus probablement des Américains, etc. Et donc, ça leur permet évidemment de piller le tiers-monde. Et ils ont peur évidemment pour leur suprématie. Pourquoi le groupe Bolloré quitte l'Afrique? Je ne sais pas si on a vraiment besoin de vraiment se pencher sur Bolloré là-dessus, surtout qu'on finit dans 45 minutes. Mais vous pouvez lire cet article de l'Usine Nouvelle. Je ne sais même pas ce que c'est peut-être un truc suisse. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Voilà. Et donc,
Et oui, Macron appelle au retour de la Grande France, appelle les entreprises françaises à se réveiller en Afrique. Alors que la France compte déployer moins de soldats et de moyens militaires en Afrique, donc ça date de février 2023 là, peut-être que la France n'avait plus vraiment les moyens de ses ambitions militaires, et qui perdent du terrain vis-à-vis des Russes, etc. et des Chinois. Macron veut par contre intensifier la coopération économique avec le continent. Bon, intensifier la coopération économique, après avoir vu ce que je vous ai montré, vous voyez ce que ça veut dire. Il reproche aux entreprises françaises de négliger cette région et de ne pas y être assez actives et performantes. Il faut un réveil collectif qui dit « Debout les gars !» Moins de présence militaire, plus de coopération économique. Coopération économique. Ainsi pourrait-on résumer à grands traits la stratégie africaine de la France, esquissée ce lundi par Emmanuel Macron. Très attendu sur la question du déploiement des soldats français en Afrique, le chef des armées a confirmé qu'aucune des grandes bases françaises à Libreville, Dakar, Djibouti ou Abidjan ne serait fermée, bien sûr. Néanmoins, les effectifs militaires français doivent y être réduits et les installations pourraient être reconverties en académies militaires. Ok, quoi que ça veuille dire. Peut-être on en parlera dans mon stream spécial sur les armées privées. Directement gérées par les pays hôtes. Ah oui, exact. Il y a des entreprises, c'est aussi des entreprises privées occidentales qui forment et qui gèrent, entre guillemets, les officiers et les soldats africains. En rupture affichée avec la France-Afrique, dont il ne dit n'avoir aucune nostalgie. Oui, lui, il veut en fait une France-Afrique moderne et pas à l'ancienne. Le président désire que les relations franco-africaines ne soient plus régies par les seuls enjeux de sécurité. Et donc, voilà, sous couvert de vouloir libérer le continent africain, enfin en tout cas, qui règle leur climat eux-mêmes, il essaie de se blanchir un petit peu. Même je sais pas si blanchir soit le terme approprié pour Macron en Afrique. Et donc, à part Bolloré, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Orano. Orano, c'est le nouveau nom de Areva. Areva, c'est l'Égus, c'est l'entreprise française qui exploite l'uranium, qui fournit l'uranium aux centrales nucléaires françaises. Évidemment, une grande partie de cet uranium ne vient pas de Marny-les-Compiègnes ou de Venette, elle vient du reste du monde. Est-ce qu'on a une carte de ça? Non, je ne l'ai pas sorti, mais évidemment, une grande partie des ressources dont on a besoin pour pouvoir alimenter toutes nos conneries, tous nos Roomba, etc. ici, c'est en fait de l'uranium qui est pris dans les pays africains. Et donc, Orano, l'ancien Areva, continue de signer des contrats pour récupérer l'uranium, mais aussi d'autres minerais très importants pour le niveau de vie des consommateurs français. Donc là, ils pourront exploiter une mine d'uranium jusqu'en 2040 au Niger. Et ils sont en négociation pour une deuxième mine. Et donc en 2040, ça veut dire jusqu'à extinction totale du minerai dans cette mine. Là, je suis tombé sur un bouquin qui sortait quelques chiffres. Simple rappel sans valeur exhaustive. On estime que le continent africain représente 8% des réserves mondiales de pétrole connues, mais 40% du potentiel hydroélectrique mondial. Les principales ressources mondiales de diamants et de chrome, la moitié de sel en or, 90% du cobalt, 50% des phosphates, 40% du platine et bien sûr de l'uranium, du coltan, sans oublier les bois, le bassin du Congo représentant le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazone, ni l'énergie solaire, bref. C'est là où il y a tout en fait, c'est absolument là où il y a tout. Et donc, bon ça pour un petit exemple de montrer ce que c'est l'exploitation des ressources africaines pour la plupart à notre compte, parce que je pense pas que ces pays-là aient tellement besoin de cobalt. Il y a quelques semaines, il y a une mine de cobalt artisanale qui était en train de s'effondrer au Congo. Donc voilà, la galère pour sauver les mecs dedans. Je pense que c'est assez rare. Pour tous ceux qui sont claustro, c'est un cauchemar. Et pour les autres, c'est un cauchemar. Et pour les mecs qui bossent là-dedans, c'est un cauchemar. Et pour l'humanité, c'est un cauchemar. Parce qu'il faut aussi savoir que l'extraction des ressources et le pillage des ressources de l'Afrique et du tiers-monde, souvent elles sont pas faites directement par des entreprises françaises occidentales. Ils délèguent à
des entreprises locales qui font le boulot, enfin des sous-traitants en fait. Et c'est eux qui en fait font ce genre de trucs artisanaux pour au nom des entreprises françaises, quoi. Le détail à l'intérieur, non mais c'est un truc de dingue. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est une mine Minecraft qui s'effondre, mais là, face à la réalité, là, c'est pire que Germinal, quoi. Oui. Et Amnesty International révèle que l'extraction du cobalt en République du Congo était susceptible d'être liée au travail des enfants. On a des tas d'images de ça partout, des enfants sous la flotte qui ramassent des cailloux, qui servent pas du tout à l'économie de ces pays. Bon bref. Donc voilà grosso modo ce que veut dire Bruno Muselier. Et donc, je pense qu'il faut vraiment les aider. Les catholiques, les catholiques, on ne va pas nous expliquer que c'est des gens du bassin méditerranéen, des nord-africains. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent pour notre liberté. Parce que là, il est en train de se passer un combat civilisationnel en fait, entre nous et les Américains globalement, nous et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire les autocrates contre les démocrates. Et qu'il vaut mieux le gagner ce match. Parce que si on le perd, on perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain et on perdra notre civilisation. Et donc, je pense qu'il faut vraiment les aider. Bref, le Renaud. Merci de dire les choses, Renaud, merci. Bon, allez, on continue à développer la pensée du fameux Renaud Muselier. Et avec lui, tout l'establishment français et occidental qui a peur de perdre le contrôle du monde. On en est où On en est à... Oui, les crimes de l'armée française. Alors ça, c'est une petite parenthèse vite fait, voilà. Même si c'est quand même lié à la présence des Occidentaux dans le tiers-monde et à l'image qu'ils peuvent avoir. Parce que chez nous, on nous fait certains récits. Mais là, Arte donne la parole pour une fois à des gens un petit peu qui vivent ça directement. Et donc, vous vous souvenez, pendant la guerre civile au Rwanda en 94, entre les Hutus et les Tutsis, enfin je ne vais pas dire entre les deux, vu qu'il y en avait un au pouvoir qui voulait exterminer les autres, avec des soldats français présents sur place qui ont eu, semble-t-il, des ordres de ne pas intervenir. Ça donne une petite image de la présence française au tiers-monde et comment est-ce qu'elle peut être vécue. Donc c'est une petite parenthèse, mais c'est quand même indirectement lié au sujet. C'est sorti récemment, le 28 avril 2023, et c'est des Rwandais qui accusent l'armée française non seulement d'avoir laissé faire les massacres, mais une fois qu'ils sont arrivés, d'avoir fait des dingueries. mba mwubwo buzima bugake n'ubundi muriri wa mugoroba n'ubundi bakaza bakantwara bakagenda bagafata n'abandi ku buryo batujyanaga lorsque ça va être assez chaud comme récit avec ces femmes et qu'elles me racontaient ce qu'elles avaient ça c'est le documentariste ce que les soldats français avaient commis. Eh bien en tant que Français je ressentais une gêne parce que ces femmes ont porté plainte et elles attendent encore justice. Si nous avons voulu faire ce film, c'est parce que ces femmes ont déjà eu un courage incroyable, inouï, indicible quasiment, de venir jusqu'en France pour porter plainte face à une des plus grandes armées du monde. Ce courage que ça demande me bouleverse tout simplement. Il faut imaginer ce que ça représente pour ces femmes-là, non seulement d'avoir le courage de dire qu'elles ont subi des viols, c'est déjà un tabou dans la société française rwandaise, mais en plus, il y a le tabou dans le tabou, c'est-à-dire elles ont subi des viols de soldats français. Il faut beaucoup de courage pour ça. Et le courage est tellement fort qu'elles ont pris un avion, elles sont venues jusqu'à Paris pour témoigner devant un juge d'instruction. Enfin, ça c'est fou. Et donc si elles n'avaient pas fait toute cette démarche-là, moi je n'aurais pas eu le courage, je pense, tout simplement, d'allumer une caméra et de leur demander racontez-moi votre vie. Bah, il a raison, Gaël Faye, ces nanas sont absolument déterres et vont affronter l'État français tout entier. Il faudra vraiment suivre cette affaire de près. Et si vous avez des news de ça, vous me les envoyez. Moi, je vais essayer de suivre ce qui se passe. C'est quand même très important.
iby'abana tukumva mbese nibwo tugize amahoro birenze n'ibyo twari dufite. Ibyo dufite twari tumaze kubimenyera, barangije ahubwo aba ari bo batuzanira ibindi bibi. Terrible dans cette histoire, c'est que quand elles arrivent dans les camps tenus par les Français, sous-titres, pardon. Elles pensent être en sécurité. Et ceux qui se définissent comme les sauveurs deviennent à nouveau des bourreaux. Après s'être couché, on entendait quelqu'un toquer sur la tente. Et quand on se levait, on se retrouvait face à un soldat français armé d'un fusil. Là, ils m'ont emmené. Un soldat me photographiait nu et un autre était en train de... Bon, je peux pas lire ça. Six plaintes ont été déposées entre 2004 et 2014, mais plus de 15 ans plus tard, l'instruction est au poids mort. Tu m'étonnes. Considérant que les victimes ont été violées en raison de leur appartenance Tutsi, ces viols ont été requalifiés de crimes contre l'humanité et sont imprescriptibles. La question du temps est primordiale dans la justice, parce que, bien sûr, les bourreaux disparaissent. Il y a le temps qui passe, il y a les preuves qui s'effacent, parce qu'on le voit aussi dans le documentaire, mais les paysages changent, la mémoire s'altère. Donc tout ça fait qu'il y a une urgence qui est indéniable, il y a une urgence qui est là. Il faut tout de suite que ces procès puissent avoir lieu. Elles ont les noms des soldats français. Il n'y en avait pas tant que ça, c'était pas une armée de 50 000 hommes. Donc elles savent, ce sont des hommes qui aujourd'hui doivent avoir la cinquantaine, parce que c'était des légionnaires dans leur vingtaine à ce moment-là. Donc de toute façon l'armée a les noms. Tout est là pour que le procès se fasse. Ils vont quand même poursuivre l'État français et l'armée française pour crimes contre l'humanité. Je sais pas s'ils peuvent vraiment faire confiance en la justice française pour ça. Et c'est pareil pour la Cour internationale de l'AE, quoi. Je pense pas vraiment que ces pays-là puissent faire quoi que ce soit contre leur maître, en fait, et contre leurs propres intérêts. Déjà que la Cour de justice internationale a été infoutue de poursuivre George Bush et tous ses sbires pour le million de morts en Irak et les tortures dans la prison d'Abu Ghraib. Je pense pas non plus qu'ils vont condamner l'État français pour crimes contre l'humanité, non. Mais c'est extrêmement symbolique ce qu'elles font. Elles racontent au monde entier l'horreur. Ça met autant de temps. C'est une question que j'aimerais moi-même poser à la justice française. Souvent on nous rétorque le manque de moyens. Mais est-ce que pour un crime contre l'humanité, dans un pays comme la France, on peut avoir ce genre d'excuses? Ils espèrent peut-être en fait obtenir une victoire judiciaire en faisant condamner individuellement les soldats pour dire voilà, ces légionnaires, tous en uniforme, tous envoyés au même moment, au même endroit, armés par tel pays, en fait, ont agi de leur propre chef, etc. Et donc c'est eux qui vont être condamnés et la France pourra se laver les mains et dire on a fait le ménage, c'est plus comme ça maintenant, on a viré Jean-Marc. Je ne pense pas, donc je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait une volonté médiatique, aussi que l'opinion publique réclame cette justice pour d'une certaine façon faire en sorte que tout avance. On va le faire, Gaël, t'en fais pas. Et donc si vous voulez suivre leur action, le nom du réalisateur c'est Gaël Faye et le film c'est le documentaire Rwanda, le silence des mots. Voilà. Si vous trouvez ces trucs là, vous voyez des barrettes de militaires. Si vous trouvez une barrette écrite opération extérieure Rwanda là sur l'épingle, ce sont des gens extrêmement suspectés de viol. Voilà, c'est ça. Et de crimes contre l'humanité. Pareil là, si vous tombez sur une petite agrafe Rwanda, c'est des gens qui sont suspectés de crimes contre l'humanité et de mort. Je dis ça parce que on peut côtoyer des militaires à droite à gauche et des gens assez fiers de ce qu'ils font, de servir la France. Et donc voilà, n'oubliez pas, si vous croisez ce genre de décoration, appelez la police, ces gens sont suspectés de crimes contre l'humanité. Et donc on va pouvoir passer à autre chose maintenant.
Ah, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. France-Italie sur l'Afrique, les mots qui fâchent. Et donc là, c'est bon, c'est un populiste italien du M5S, le mouvement 5 étoiles, c'est un genre de France insoumise italien, qui joue la rivalité entre la France et l'Italie. En fait, l'Italie a toujours été l'enfant abandonné de l'impérialisme occidental. C'est-à-dire que depuis le début du XXe siècle, ou même avant, même pendant la colonisation de l'Afrique, ils avaient qu'une miette, une mini part de gâteau, ils sont tout le temps pleins à leurs grands frères en disant non mais nous aussi on veut pouvoir piller, on veut pouvoir violer, tuer et prendre des diamants et tout, donc c'est pas juste. Et pendant la Première Guerre mondiale, après, ils sont passés dans le camp des vainqueurs à la fin, ils espéraient pouvoir grappiller quelque chose en Afrique, ils n'ont rien eu, etc. Et donc depuis, il y a un peu cette rivalité entre les Italiens et le reste de l'Europe. Ils se disent que franchement, c'est pas juste, les autres ont eu toute l'Afrique et nous rien. Et donc grosso modo, dans ce cadre-là, il critique la France et il dit quand même des choses. Di Maio s'en défend, mais de Bruxelles dimanche et ce lundi, c'est bien un incident diplomatique qu'il a déclenché avec ses propos sur l'Afrique et la France. Le vice-président du Conseil italien a accusé Paris d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. L'ambassadrice italienne en France a été convoquée pour explication. Ah oui, en fait, ce qui l'emmerde lui, c'est que c'est lui qui doit scoltiner tous les gens qui fuient l'Afrique pour aller bosser ici, quoi. Donc du coup, parce que c'est eux qui doivent gérer ça sur leur côte. Donc c'est juste pour ça en fait qu'ils se plaignent. Je ne crois pas qu'il y ait un incident diplomatique. Je pense que tout cela est vrai. Le fait que la France est un de ces pays qui, parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains, empêche le développement de ces pays africains et contribue au départ des réfugiés qui, après avoir traversé la Méditerranée, arrivent sur nos côtes. Donc voilà, grosso modo, pour dire qu'il y a des rivalités entre les puissances impérialistes occidentales, mais que bon, c'est pas vraiment l'Italie qui fait peur à la France. Depuis Giorgia Meloni est là, il joue beaucoup cette carte de rivalité avec la France, etc. Et donc là, il signe des contrats d'hydrocarbures avec l'Algérie. Donc ça a été mal pris par les impérialistes français qui disent non, c'est notre précaré, c'est nous qui exploitons les Algériens depuis un siècle, donc barrez-vous. Tout ça pour dire, c'est les propos originaux en fait qui avaient fait scandale entre guillemets en France, où il disait que oui, sans le pillage de l'Afrique, en fait, la France ne serait pas cinquième puissance mondiale au niveau du PIB, elle serait 15e. En fait, il avait même fait le calcul lui-même pour dire que ouais, regardez, sans ça, l'Italie serait devant. Ils sont encore un petit peu en mode impérialiste loser eux, mais ça a permis quand même de dire les choses. Mais ce que craint Muselier quand il dit on va perdre l'Afrique, etc., je le remets quand même. On ne va pas nous expliquer que c'est des gens du bassin méditerranéen et nord-africain. Ce sont des gens qui aujourd'hui se battent pour notre liberté, parce que là, il est en train de se passer un combat civilisationnel, en fait, entre nous et les Américains, globalement, et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire les autocrates contre les démocrates. Et qu'il vaut mieux le gagner, ce match. Parce que si on le perd, on perdra l'Afrique, on perdra l'Asie, on perdra le continent sud-américain et on perdra notre civilisation. Et donc, je pense qu'il faut vraiment les aider. Bon, mais quand il parle de ça, il disait bien, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, c'est les catholiques. Donc, il critique pas l'Italie en disant ça, évidemment. L'Italie, c'est des compagnons dans son délire pour pas perdre l'Afrique, etc. Il a plutôt peur de ces gugus-là, en termes de concurrents. C'est eux qui pointent du doigt. C'est les BRICS, c'est les pays, allez, entre guillemets, émergents du tiers-monde qui veulent leur part du gâteau, en fait. C'est-à-dire que tous ces mecs sur la photo, là, Xi Jinping de Chine, Modi d'Inde, le président de l'Afrique du Sud, j'ai pas son nom, désolé, le président de... Bah, c'est pas le président du Brésil, ça. Bon, bah, bref, ça doit être un représentant, et Poutine, tout le monde le connaît, de Russie. C'est pas des régimes démocratiques, populaires, etc. Évidemment, ils sont pas mieux que nous, hein. Mais disons que c'est eux qui sont pointés du doigt par Muselier quand il dit « On va se faire voler notre suprématie. À cause d'eux, eh ben, on pourra plus exploiter le monde entier. C'est eux qui vont prendre une part de gâteau. » Donc voilà, grosso modo, c'est ça qu'il veut dire. Parce que voilà, la civilisation que défend Muselier, on va en parler, hein. On va en parler. On peut partir de ce petit graphique sympa. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur les ressources africaines, ce que ça signifie pour nous, et que si on perd l'Afrique, on perd notre civilisation. Ce qui veut dire, c'est le niveau de vie français. Le niveau de vie français qui fait qu'on a accès à absolument tout, qu'on peut se permettre de tout gâcher ici, qu'on peut même remplacer une
je sais pas, une richesse culturelle et intellectuelle par de la consommation, partout, tout le temps, tout est électrifié, tout, enfin bref, vous voyez parfaitement ce que je veux dire, vous habitez en France comme moi, vous voyez parfaitement l'aliénation qu'on vit à cause de ce pseudo niveau de vie, de cette pseudo civilisation en fait, qui pourrit tout et qui détruit la planète. Et donc ça se voit parfaitement ici. Combien de planètes Terre faudrait-il si la population mondiale vivait comme les habitants en... Et vous voyez là, on est dans les dixièmes, on abuse là. Si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 2 planètes et 2 tiers. Et regardez les ricains. 1, 2, 3. Il faudrait 5 planètes. Et donc on voit dans cette liste là, c'est quoi les pays qui abusent à fond, qui pillent tout le reste en fait. Égoïstement. Les États-Unis bien sûr, c'est la plus grande puissance impérialiste du monde, avec leurs vassaux et leurs alliés. Donc il y a l'Australie, machin, il y a l'Union européenne. Et on voit, il y a le Japon, une colonie américaine, mais c'est quand même un empire dans le Pacifique. Et on voit qui pointe le bout du nez la Russie, la Chine, le Brésil. Bon, l'Inde, ils sont pas au niveau, ils consomment moins que ce qu'ils pourraient. Mais, enfin, entre guillemets. Mais donc, grosso modo, si la dernière ligne en bas est comme ça, là, si, allez, au niveau du monde entier, on consomme 1 planète et 2 tiers au lieu d'1, c'est une moyenne par habitant, là. J'avais vu un truc où c'était pas une moyenne et genre les pays qui arrivent en premier c'est genre Monaco, le Qatar, Dubaï, le Luxembourg où c'est que des gens de la haute bourgeoisie en fait qui se font plaisir avec des piscines chauffées dans toutes les pièces, etc. quoi. Et l'autre graphique permettait plutôt de montrer qu'il y avait un problème de classe en fait, que c'était un rapport de classe entre la bourgeoisie qui pompe absolument tout et les travailleurs et les prolétaires du monde entier et surtout du tiers-monde qui dans les mines de cobalt galèrent pour ça quoi, et qui n'ont aucune part du gâteau. Je vais vous montrer les répercussions directes sur l'état d'esprit des gens ici, qui peut expliquer aussi pourquoi les gens ici seraient plutôt prompts à avoir le même avis que Muselier. Dans l'Ain, des automobilistes redoutent une augmentation rapide du prix du carburant. Il y avait ce vendredi de longues files d'attente dans certaines stations-service. Franck Grasso, Marine. C'est ça la civilisation occidentale que défend Muselier. Une voiture en chasse une autre. De plein en plein, la journée s'écoule. Chacun sa bagnole, bien sûr. Il y a comme une nouvelle pression à la pompe. Vu que le baril augmente avec l'Ukraine, j'ai trouvé bon de finir le plein aujourd'hui, quoi. Cette station de grande surface participe à une opération prix coûtant depuis plusieurs semaines. À la clé, quelques centimes en moins. Mais une nouvelle raison incite les automobilistes. C'est vrai que ce qui se passe en Ukraine est triste pour ces gens-là. Mais bon. Mais est compliqué pour nous aussi. J'avais raison, ouais, bah oui. Et grosso modo, c'est du Muselier, mais populaire, quoi. C'est-à-dire que bon... Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Le niveau de vie qui est offert aux masses en France et dans les pays, et dans les grandes métropoles impérialistes, comme en Europe, aux États-Unis, bah évidemment, il tient que... Et c'est pas la faute de cette dame du tout, hein. Nous aussi, on est là-dedans, hein. Je veux dire... Pour faire ce stream, on est là-dedans aussi, on est en plein dedans. Mais notre mode de vie et notre civilisation, il dépend du pillage du tiers-monde en fait. Et si on perd ça, si les États-Unis, la France, etc. perdent ça, il y a plein de choses qui vont s'effondrer ici. Alors est-ce que c'est bien ou mal? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, d'accord. Mais voilà grosso modo ce que ça engendre comme aliénation ici, dans nos modes de vie, où on est quand même un peu corrompu et ça. Et on le réalise pas assez, hein. Je dis là, j'ai l'impression que c'est une dinguerie pour des gens, mais... on le réalise pas assez parce qu'on est en plein dedans. Pour nous, c'est normal, quoi. Mais c'est vrai que quand on sort un peu de France, on réalise que, enfin voilà, c'est pas acquis, quoi. Enfin, c'est pas inné, pardon. C'est acquis, un peu salement. Et en défendant ce mode de vie et en se mettant à la remorque d'un Muselier, on valide un peu les Bolloré, etc., quoi. Voilà, il faut quand même se le dire. Donc voilà grosso modo, voilà ce qu'on peut dire sur, voilà ce que moi j'avais à dire en tout cas, sur le fameux Muselax là. Je peux d'ailleurs vous remettre un petit best-of. Vous voyez les militaires, vous voyez les politiques, vous voyez les gens de la rue, mais comment vous tenez là? Parce qu'on a quand même eu des drones qui nous ont tiré dessus, enfin qui sont arrivés sur Odessa la veille. Bon là il fait le show. Sur Kiev on est allé dans les, ils nous ont envoyé dans les, comment ça s'appelle, dans les abris. Et ils lui ont fait visiter un sous-sol, bon. Mais nous c'est très simple, hein, nous c'est sourire, pensée positive et on va gagner. Quand vous rentrez en France, un Renault muselé. Pensée positive,
Et on va gagner. Bon alors, ils se plaignent les Français. Nous, normalement, on a tout. Nous. Enfin, bon, bref, ça, c'est à part. D'où cette énergie que vous avez. Et c'est ça qu'il dit. Nous, on a tout, donc il faut pas qu'on perde l'Afrique. Sinon, ma petite cravate en soie, comment je vais me la payer? Avec quoi? Je dois faire une cravate en papier? C'est ça. Vous l'avez toujours eu. J'ai toujours aimé. Mais c'est une leçon, c'est une leçon. Bon voilà, grosso modo, on peut s'arrêter là. Bah, on se retrouve mercredi prochain pour un spécial cause animale. On verra de quoi, ce sera un petit peu plus léger. Et voilà, c'est tout. Merci à tous.